Bonjour et bienvenue dans l'épisode 157 qui ouvre la 6e saison du podcast Avez-vous choisi ? Le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, coach professionnelle, créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La Graine de la Semaine. Ma passion et mon métier, c'est d'accompagner les personnes entreprenantes à affirmer leurs choix sur mesure pour leur permettre de s'accomplir dans toute leur singularité et de déployer des projets à impact positif et durable. Si vous souhaitez recevoir une dose mensuelle d'inspiration écrite ou audio au service d'une vie plus légère et plus profonde à la fois, inscrivez-vous gratuitement sur mon site orianesavourelucas.com. Avez-vous choisi le podcast explore le vaste et intrigant territoire du choix sous 3 formats. Le billet, où je partage réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation, avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se réchauffer au feu de trajectoires singulièrement inspirantes. Et l'éclairage, où, au gré des demandes, j'échange avec des auditeurs bloqués sur le rond-point du choix. Ensemble, nous activons leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous choisi ? Pourquoi diable choisir de sauter d'un avion en parfait état de marche ? Voilà la question que se posent de nombreuses personnes, oscillant entre admiration et incompréhension, lorsqu'elles pensent aux aficionados de la chute libre. Peut-être que vous vous la posez vous-même d'ailleurs, cette question. Domitille Kiger est championne du monde de parachutisme. Elle est également conférencière et entrepreneur. Quand j'ai rencontré Domitille, j'ai tout de suite adoré son enthousiasme contagieux, son audace tout autant que son humilité, son intérêt réel pour chacun de ses interlocuteurs, son sens de l'intérêt commun et de l'engagement individuel fort, ainsi que son goût prononcé pour le challenge. En m'appuyant sur ma courte expérience du parachutisme qui remonte à 20 ans maintenant, j'aime faire le parallèle entre l'audace du saut dans le vide quand on se lance dans un nouveau projet ambitieux et le choix audacieux de sauter d'un avion en parfait état de marche. J'en ai d'ailleurs parlé dans l'épisode 150 du podcast qui s'intitule « Comment faire le premier pas ?» dont je vous recommande l'écoute si ce sujet vous parle. J'ai donc eu très envie d'en apprendre davantage sur le parcours de Domitille et sur sa vision des parallèles entre la vie et le parachutisme. La réponse de Domitille a été aussi simple qu'enthousiaste, avec plaisir. Dans notre conversation, Domitille et moi parlons entre autres du moteur de Domitille et de son parcours qui l'a fait passer d'un premier saut en tandem à 15 ans à une carrière professionnelle internationale de chute libre, de la place du choix dans le parachutisme, de peur, de confiance et de vigilance, ou encore des leçons de vie que Domitille a tirées et tire encore de sa pratique du parachutisme. Bonne écoute ! Bonjour Domitille. Bonjour Oriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi ? Je suis ravie de t'accueillir, donc bienvenue. Merci beaucoup, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Donc on va parler bien évidemment de choix ensemble et puis de ta pratique sportive qu'on va pouvoir détricoter, explorer ensemble, qui est le parachutisme. Donc tu es aujourd'hui championne du monde de parachutisme, tu es conférencière et entrepreneur, mais si on rembobine un petit peu le film, tu as fait ton premier saut en tandem à l'âge de 15 ans. L'âge de 15 ans tout à fait, et j'avais même 12 ans la première fois que j'ai demandé à mes parents si je pouvais aller essayer. Alors, mes parents n'y connaissant rien m'ont emmené sur un centre de parachutisme pour voir si c'était possible, ça ne l'était pas, en France c'est 15 ans. J'ai donc dû attendre 3 ans supplémentaires, ce qui me paraissait bien long, c'était le quart de ma vie quand même à l'époque. Et à 15 ans j'ai pu, après les avoir tannés, ils m'ont offert un saut en parachute. Et alors comment naît justement cette attirance pour l'univers du parachutisme alors que comme tu le dis, rien dans ta famille ne t'y invite a priori? Non, alors moi j'ai commencé très jeune par l'équitation. Je montais à cheval, j'ai commencé à peu près à l'âge de 5 ans. Et l'été de mes 12 ans, quand ma maman me pose cette question fatidique, est-ce que ma chérie tu voudrais essayer quelque chose de nouveau cet été ? Du haut de mes 12 ans et de mon impression magistrale de maîtrise de l'élémentaire avec le poney, je me suis dit j'aimerais découvrir quelque chose dans l'eau et quelque chose dans l'air. Alors pourquoi je me suis fait cette réflexion ? J'avoue que je m'en souviens pas très bien. Et pourquoi dans tous les sports d'eau possibles et tous les sports d'air possibles, j'ai parlé de parachutisme et de plongée sous-marine. Ça non plus je sais pas vraiment pourquoi. J'avais pas vraiment d'exemple autour de moi de gens qui pratiquaient ces sports, mais c'est les sports qui m'ont attirée.
J'imagine que j'avais été confrontée sûrement à des images, peut-être à la télévision, le parachutisme depuis notre jardin sur le bassin d'Arcachon, peut-être que j'avais vu des voiles. J'ai pas un souvenir conscient, mais j'imagine que c'est probablement quelque chose comme ça. Et du coup, à l'âge de 12 ans, je me suis fait refouler pour le parachutisme puisque c'était 15. La plongée, ça a été possible. Tu peux passer tes premiers niveaux de plongée à partir de 12 ans. Donc j'ai été faire ça pendant 3 étés successifs jusqu'à ce que j'ai enfin l'âge de 15 ans et mes parents m'ont offert un saut en tandem pour fêter mon anniversaire. Et ensuite, je suis jamais repartie. Alors justement, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a des personnes qui ont l'envie et l'audace de faire un saut en tandem. Déjà, c'est pas forcément une grande partie de la population. Et puis ensuite, des personnes qui se disent non seulement j'ai fait un saut en tandem, mais je ne m'arrête pas là. Je pousse ensuite, au moins sur une pratique amateur poussée ou répétée en tout cas. Puis j'en fais un choix professionnel. Comment ça s'inscrit finalement? Alors ça a été graduel. D'abord un coup de foudre assez immédiat pour l'activité dès le premier saut. Et je pense que c'était un mélange à la fois de la sensation physique, de l'environnement, se retrouver dans un petit avion. J'étais jamais montée dans un coucou comme ça, se retrouver en plein ciel. Les émotions, les sensations, c'était intense évidemment. Donc c'était un âge où l'intensité souvent nous séduit. Et la deuxième partie, ça a été la communauté que j'ai rencontrée à ce moment-là. Moi, enfant, jeune adolescente, j'étais pas très populaire à l'école, j'avais pas beaucoup de copains, j'avais toujours un petit peu de mal à m'insérer dans un groupe. Et là, j'ai découvert un univers où absolument tout le monde avait un sourire jusqu'aux oreilles, il y avait une connexion évidente entre les gens qui pratiquaient ça, une joie de vivre qui dépassait par tous les pores de leur peau, et ça m'a énormément attirée. Je me suis dit, moi, je veux faire partie de ce groupe-là, je veux m'intégrer à ça. Et puis moi j'avais 15 ans, une gueule grande comme ça, et forcément je leur ai plu. Donc ils m'ont adopté assez vite, assez facilement, et ça a renforcé mon envie de rester dans cet univers-là. Donc je l'ai pratiqué en tant que loisir pendant 6 ou 7 ans, parce que de 15 à 21 ou 22, je faisais des études encore, donc j'avais pas de sous, et puis j'étais dispo l'été. Donc j'ai sauté l'été pendant 7 ans, je sautais quasiment pas l'année. Dès l'année d'après, je me suis fait embaucher sur le club de parachutisme. Alors au début, je servais les frites et les coca, j'étais à la buvette. Ensuite, j'ai pris un upgrade, j'ai plié les parachutes des autres. T'as monté les échelons. Ouais, c'est la progression classique dans le parachutisme quand on est gamin. Et puis plus les années passaient, plus je me créais une communauté, un groupe de copains. Et c'était une porte ouverte vers un univers qui était complètement exceptionnel et qui était très loin de ma réalité. Moi, j'ai grandi à Paris, j'étais au lycée quand j'ai commencé le parachutisme. Après, j'ai commencé des études à la Sorbonne en histoire, que j'ai adoré. Mais c'est vrai que cet univers para, c'était un échappatoire de liberté, d'extraordinaire, d'intensité, qui m'a séduit dès le départ. Et j'avais pas vraiment prévu de le pratiquer professionnellement au départ. Je me destinais à de la recherche, plutôt en histoire, c'est ça qui m'intéressait quand j'ai commencé mes études. Et puis, de fil en aiguille de ma pratique, des rencontres, j'ai commencé la compétition, et 1 an après avoir commencé la compétition, j'ai été approchée pour rentrer en équipe de France. Et c'était évidemment inespéré pour moi et mes coéquipiers. Moi, j'étais étudiante encore, mes coéquipiers de garçons étaient un peu plus âgés que moi. Et eux, ils étaient déjà dans le monde professionnel. Mais on était très loin. Les champions du monde à l'époque, c'était des gens qui travaillaient dans le sport, qui faisaient ça tout le temps. Il n'y a pas vraiment de secret. Si vous voulez être excellent dans quelque chose, il faut être un peu monomaniaque au départ. Donc pour nous, c'était des vies qui étaient très éloignées des nôtres. Et on avait des ambitions, même si au fond de nous, on se disait « Ah ouais, ce serait génial ». On ne pensait pas que c'était quelque chose de vraiment possible. Et puis, moi, j'ai continué. Le choix s'est présenté sur la fin d'un master de continuer en recherche ou d'essayer d'aller trouver un métier. Mais en même temps, en équipe de France, on était pendant la saison à peu près de mars à septembre. On est pris 1 à 2 semaines par mois. Quand tu es jeune, que tu n'as pas d'expérience et un diplôme d'histoire qui ne sert pas à grand-chose, c'est compliqué d'aller chercher un métier quand tu n'es jamais dispo. Donc je me suis dit, je vais me laisser 1 an ou 2 pour vraiment donner sa chance à cette expérience sportive, me lancer à fond. Du coup, je vais commencer à l'enseigner, ma discipline, le free fly, qui est une discipline où tu voles tête en bas, tête en haut, dans des angles. C'est une discipline artistique. En gros, tu évolues en 3 dimensions, tu crées des chorégraphies. Je me suis dit, je vais enseigner ça pendant les semaines où je ne suis pas en entraînement. Je commençais à me faire une petite réputation dans mon milieu, vu qu'on n'est pas très nombreux, ça ne prend pas beaucoup de temps, en me disant, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, il faudra que je retourne faire un vrai métier. Et puis, tu vois, c'était en 2008 et on est en 2023 et j'y suis toujours et j'y suis sacrément heureuse. Ouais. Donc moi, ce que j'entends effectivement, c'est que c'est un parcours qui s'est dessiné par touches.
Finalement, il n'y a pas eu un grand moment, une grande date où tu te dis ça y est, c'est maintenant et c'est clair, j'y vais par là. Je m'engage dans le free fly et il y a eu plutôt une succession d'opportunités, des étés de pratique. Tu montes les échelons dans ton groupe finalement sur place et puis petit à petit, on te choisit, c'est ce que j'entends, pour te proposer d'intégrer l'équipe de France. Et puis petit à petit, finalement, au regard du rythme, de l'engagement qu'il faut mettre dans ce type de pratique, et puis il y a ce carrefour des études qui se présente où ça devient à la fois sérieux côté études potentiellement ou sérieux côté compétition. Là, tu fais le choix de te dire allez, je me donne 1 an ou 2, je prends le risque. Voilà, je prends le risque et en même temps, c'est sur 1 an ou 2. Si ça marche pas, c'est ce que j'entends derrière, je pourrais toujours revenir et continuer mes études à ce moment-là. Mais là, je donne tout. Voilà, je m'engage complètement dans ce projet-là. Ouais. Et on voit ce qui se passe. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai pu faire ça aussi, c'est parce que j'avais le soutien de mes parents. Je savais que si tout se cassait la figure, j'étais pas à la rue et que non seulement ils m'ont encouragée dans ma décision, mais j'avais aussi le confort de me dire si tout s'arrête, si je rate tout, je suis pas à la rue, je peux rentrer habiter chez mes parents et j'aurai toujours à manger et ça va aller, quoi. Donc c'est vrai que c'est une place confortable pour prendre ce genre de décision aussi. Donc tu as déjà la tribu famille qui est soutenante, tu as la tribu free fly qui se crée, qui aspirante, se construit, qui inspire, et donc petit à petit ça t'a permis de jalonner aussi ton propre parcours et de définir ta propre trajectoire, c'est ça que j'entends. Et alors qu'est-ce qui fait que après autant de sauts, tu continues à choisir de sauter d'un avion en parfait état de marche? Alors, principalement, c'est toujours la communauté. C'est les gens avec qui je fais ça. C'est devenu une deuxième famille, mais c'est mes meilleurs amis, c'est mon mari, c'est tous les gens qui sont proches de moi sont dans cet univers-là. Parce que comme j'ai fait ça énormément pendant 15 ans, évidemment, mon cercle immédiat fait partie de cet univers. Et c'est aussi le type de vie auquel ça m'a donné accès. Ça m'a permis d'énormément voyager. J'ai parcouru la planète dans tous les sens pendant 15 ans pour enseigner, pour faire des compétitions, maintenant pour organiser des records. Ça m'a inscrit dans une vie très multiculturelle, dans un environnement très multiculturel. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et c'est ça aussi qui continue à m'enthousiasmer autant et qui fait que je n'ai pas du tout l'intention d'arrêter. Même si depuis quelques années, j'ai ajouté des cordes à mon arc, que j'explore des voies professionnelles qui me permettent aussi de travailler sans compter sur mon corps, parce que là j'ai 39 ans, je suis encore en pleine forme et j'adore toujours autant ça, mais je sais qu'un jour ça sera peut-être plus difficile. J'aimerais bien avoir un enfant bientôt, donc ça pareil, c'est pas compatible avec le mode de vie toutes les semaines dans un pays différent. Donc c'est pour ça que j'évolue aussi professionnellement. J'ai monté avec des associés une soufflerie, un simulateur de chute libre. Je me suis lancée dans le milieu de la conférence depuis 2 ans. Là, je passe un peu la vitesse supérieure cette année sur ces sujets-là. Mais malgré ça, je lâche pas le parachutisme parce que ça me rend vraiment heureuse et que ça fait partie de mon identité. Je ne sais pas qui je suis sans parachutisme. Enfin, ça me ferait bizarre, je pense. Oui, c'est ça que j'entends, c'est que le cœur, ça reste le parachutisme et le free fly, mais qu'il y a quelque part quelque chose de l'ordre d'un archipel que tu te crées et que ce soit de l'ordre de la tribu ou de l'ordre des activités qui font que d'une part, tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier et qu'en même temps, ça te permet de converger vers ce qui est l'activité qui te nourrit et qui fait que ça répond à ce qui a du sens pour toi dans ton quotidien et dans ta vie. Et puis ça reste très lié. Tu vois, mon entreprise qu'on a montée, Zero Gravity, avec 4 associés, c'est un simulateur de chute libre. Et moi, mon rôle particulièrement, c'était le développement sportif, la partie sportive de cette entreprise-là. Dans les conférences, je parle de plein de sujets différents, principalement autour du leadership, autour de la prise de risque, de la gestion des émotions. Mais évidemment, je parle de ces sujets-là en racontant des histoires issues de mon expérience de parachutisme. Et je tisse des liens entre ce que j'ai appris, souvent sans m'en rendre compte sur le tas, dans le milieu du para, avec le milieu de l'entreprise. Mais c'est toujours lié à cette expérience de vie-là. Et c'est aussi une super belle façon de grandir professionnellement en utilisant toutes ces choses que j'ai vécues, que j'ai apprises, encore une fois, pas toujours en m'en rendant compte, et d'utiliser cette matière de vie pour la transformer en quelque chose que je peux transmettre et qui peut servir à d'autres, même dans un cadre différent du parachutisme. Ce
Ce que tu décris là aussi, c'est la place du choix dans ton parcours, dans la manière dont tu as créé, tissé et composé finalement ta propre trajectoire. Comment au fur et à mesure aussi de la vie, des évolutions, des envies, etc., tu tisses ta propre trame finalement. Mais du coup, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est d'explorer quelle est la place du choix dans le parachutisme. C'est-à-dire dans ta pratique, dans ta manière de pratiquer le free fly. C'est quoi la place du choix? Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce qui est important pour toi de choisir dans ta pratique? Alors c'est effectivement quelque chose de très important parce que comme je suis arrivée à un moment de ma carrière où j'ai la chance d'avoir l'embarras du choix, j'ai plus de propositions d'événements parachutistes que je n'ai de temps, ou en tout cas de temps à y consacrer maintenant, donc je choisis. Alors les axes de choix pour moi, ça va être aujourd'hui soit des endroits que je ne connais pas, donc le parachutisme m'emmène dans un nouvel endroit, souvent très beau ou intéressant. Là, tu vois, au mois de février, je vais aller aux Maldives pour la première fois, sauter au-dessus d'un atoll pendant une semaine. Je suis très contente. Donc soit un endroit particulier qui m'intéresse, soit une opportunité de quelque chose que j'ai jamais fait. Donc je cherche quand même la nouveauté, tu vois, de continuer pas à me réinventer, mais à explorer des choses nouvelles et pas simplement répéter toujours les mêmes choses. Ou alors, quand je répète un événement, c'est parce que c'est avec un groupe de gens que j'aime profondément et que je suis très contente d'aller voir. Donc ça va être les trois axes. Mais je crois que le mot qui guide tous ces choix, et là mes amis français qui participent au record de France de parachutisme vont sûrement rire en entendant ça, c'est l'intention, le mot d'intentionnalité. Ils sont fichus de moi pendant toute la semaine du record de France en août dernier parce que j'arrêtais pas de leur répéter ce mot en leur disant que c'était avec cet état d'esprit qu'il fallait qu'ils abordent leur pratique, mettre de l'intention dans ce qu'on fait, être intentionnel dans ses actions. Pour moi, c'est hyper important. Ça veut dire qu'en amont, tu réfléchis à ce que tu veux, à ce qui est important pour toi, parce que choisir, c'est renoncer. Hein. J'imagine que c'est quelque chose qui existe souvent dans ton podcast. Diriger ton énergie, tes actions, dans un but particulier auquel tu as réfléchi. Et je pense que c'est quelque chose qui est, si tu analyses un petit peu ma vie et mes différents choix et les embranchements, c'est quelque chose qui a toujours été très présent. Ce que j'entends, c'est effectivement que ce soit dans le choix de ta pratique, le free fly en lui-même, la manière dont tes moteurs finalement, ta grille de référence pour faire tes choix, c'est vraiment cette notion de tu es une chercheuse de sensations nouvelles, que ce soit dans le choix de la pratique ou dans la manière dont tu le conçois en termes de choix justement. Et quand tu dis choisir, c'est renoncer, qui est une phrase effectivement qu'on entend beaucoup autour du choix. Ce que j'entends clairement, et moi qui est une phrase qui me parle beaucoup, c'est le choisir, c'est s'engager. C'est-à-dire quand tu parles d'intention, d'intentionnalité, c'est effectivement plus on est clair sur pourquoi je fais ça, c'est quoi mon moteur, plus finalement l'énergie se focalise avec beaucoup plus de précision et de vitesse et de clarté. Et donc, pour se rassembler, c'est beaucoup plus efficient finalement, que ce soit dans la pratique du free fly ou dans le quotidien, quel qu'il soit finalement. Ouais, tout à fait d'accord avec ça. Ok. Tu as donc fait énormément de sauts en parachute, forcément. J'en ai quelques-uns. Il y en a quelques-uns au compteur. Et je t'ai entendu dans la vidéo TEDx que tu as enregistrée, et tu disais qu'en gros, maintenant, tu n'avais plus peur de sauter, que la peur avait disparu après environ une cinquantaine de sauts, ce qui est quand même déjà pas négligeable. Donc la peur a été aussi un j'avais 15 ans. Hein. Oui, mais je pense que ça montre bien que, en tout cas, c'est un élément avec lequel il faut aussi apprendre à composer. Bien sûr. Et tu disais qu'en revanche, ce qui était toujours là, c'était le track de chaque saut. Et en fait, en t'entendant dire ça, j'ai réfléchi à cet enjeu autour du juste déséquilibre à trouver entre confiance et vigilance, audace et témérité. Dans cette notion de justesse, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné d'être dans une forme d'excès de confiance, de se dire attends, j'en suis à 100 sauts, c'est bon, on va pas me la faire. Et comment est-ce que tu as déjà eu l'occasion de vivre dans ta vie un rappel un peu intense au fait que il y a des fondamentaux auxquels il ne faut pas déroger, quoi. Ah oui, complètement. Alors déjà, 100 sauts, c'est rien. Hein. 100 sauts, vous n'avez vraiment pas beaucoup d'expérience à 100 sauts. Hein. Moi, j'en ai un peu plus de 9000. Et ça m'a pris du temps avant d'avoir appris la majorité des leçons. Alors évidemment, la complaisance, je ne sais pas si en français c'est très approprié comme terme,
Le fait d'avoir une surconfiance oui, l'excès de confiance, en fait. Ça c'est très dangereux en parachutisme parce qu'il y a des routines que vous devez mettre en place avant chaque saut, de vérification de votre matériel, de procédures que vous répétez pour être capable de les faire de façon efficace si un cas de figure particulier se présente. Si vous ne respectez pas ça, vous vous mettez en danger. Donc moi, en tant que coach de parachutisme, qui encadre des gens qui ont déjà généralement au moins quelques centaines de sauts, voire quelques milliers, c'est quelque chose auquel je fais très attention. M'assurer que tout le monde est dans le respect de ces procédures et continue de se concentrer sur ces choses-là. Parce qu'effectivement, un matériel mal vérifié, ça peut donner un accident mortel complètement idiot, qui est absolument évitable très facilement. Donc ça, dans mon sport, évidemment, c'est important. Moi, j'ai un accident en 25 ans de pratique et c'était un petit peu lié à ça. Alors, c'était pas tellement un excès de confiance, c'était plus la croyance complètement ridicule qu'il y avait une règle, mais que là, maintenant, j'étais pas hyper obligée de la respecter parce que c'est bon, j'avais vu que. Et évidemment, j'ai eu tort. C'était une collision en chute libre où c'est moi qui dirigeais une trajectoire de saut et donc les autres me suivaient, un peu comme la patrouille de France. Il y a un leader et puis les autres qui volent à côté et qui suivent la même trajectoire. Et une règle très très importante dans ce genre de saut, c'est à la fin du saut, au moment de ce qu'on appelle la séparation, quand chacun va s'écarter un peu les uns des autres pour pouvoir ouvrir sa voile en toute sécurité. Au moment de la séparation, tu dois toujours continuer dans la direction d'où tu viens. En gros, il ne faut jamais faire demi-tour, pas de 180, parce que si tu as quelqu'un qui arrive un peu à la traîne, un 180 tête-tête quand tout le monde est à 250 km/h, t'imagines la violence du choc. Et donc moi, j'étais dans un saut comme ça, en train de leader. Je pense avoir vu tout le monde s'éloigner et partir dans son coin de ciel. Je me dis, c'est bon, ils sont tous partis. Et comme je devais ressauter tout de suite après et qu'on était un peu loin du terrain, je me suis dit, je vais faire un petit demi-tour pour revenir de là où je venais. Et puis évidemment, au sol, je compte jusqu'à 4 normalement assez facilement. Et là, j'étais persuadée d'avoir compté 4 personnes. Et de toute évidence, j'avais tort parce que je me suis pris quelqu'un en pleine poire. Lui, heureusement, s'en est sorti sans trop de séquelles. Il est tombé dans les pommes sous le choc. C'est son déclencheur de sécurité qui a ouvert sa voile de secours. Il s'est réveillé au sol avec un petit bleu à la tête et pas de séquelles. Il ressautait quelques jours après. Et moi, par contre, je me suis cassé 2 vertèbres. Donc ça a été la punition instantanée du non-respect d'une règle que pourtant j'enseignais à tout le monde. Et alors c'était relativement tôt dans ma carrière. C'était en 2010. Ça faisait à peine même pas 2 ans que je commençais à enseigner, à encadrer. Et finalement, ça a été, j'ai eu beaucoup de chance parce que je m'en suis bien sortie et surtout la personne que j'ai impactée s'en est bien sortie parce que non seulement j'aurais pu vivre avec des séquelles physiques de cet accident, mais surtout les conséquences morales d'avoir blessé ou tué quelqu'un, je n'arrive même pas à imaginer ce que ça aurait produit comme conséquence dans la vie de cette personne éventuellement et dans la mienne aussi. Donc ça a été une leçon assez violente mais finalement très bénéfique. Cette histoire, maintenant, je la raconte à tous mes élèves en leur disant « la règle, c'est ça, mais voilà pourquoi c'est la règle. C'est la fois où j'ai décidé de ne pas la respecter, voilà ce qui s'est passé. » Les histoires sont souvent beaucoup plus marquantes que juste les règles. Exactement. Et moi, je me dis que depuis 13 ans que je raconte cette histoire, peut-être que j'ai sauvé une ou 2 paires de miches. Voilà, donc ça, c'était un exemple où j'ai fait le mauvais choix. Et clairement, ça s'est retourné contre moi. Mais derrière, c'est quelque chose qui m'a servi et qui, je pense, a servi aux gens à qui je l'ai raconté. C'est ça, c'est une expérience que tu as réussi à alchimiser pour justement se souvenir que les règles sont là pour une raison bien précise et tu as eu un rappel à l'ordre brutal et frontal, mais qui a permis de rappeler combien les fondamentaux sont voilà, c'est le point c'est la pierre angulaire de toutes les pratiques et surtout quand il y a des pratiques où il y a des risques mesurés mais des risques quand même, et il s'agit de ne pas oublier ce point-là. Et alors, ce que je trouve intéressant, c'est que forcément, quand on s'est rencontrés, on a parlé parachutisme, alors avec beaucoup d'humilité, mais effectivement, quand on s'est rencontrés, on a parlé du fait que j'avais pratiqué aussi un petit peu à mon échelle de parachutisme quand j'étais dans la marine, au tout début de ma carrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, avec mes clients de coaching, c'est une pratique que j'aime bien évoquer, justement pour parler des liens entre, finalement, les parallèles entre le parachutisme et la vie, notamment quand il s'agit de parler de projets, et notamment de projets de cœur, de se lancer dans un projet, cette notion de risque, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, toutes ces questions-là, moi je les trouve très intéressantes à explorer en coaching depuis mon petit niveau. Et tout à l'heure, tu parlais de toutes ces leçons
finalement que la pratique du parachutisme t'a permis d'apprendre, de tirer. Tu en as évoqué une à l'instant sur l'importance de respecter les règles et de se les remémorer et de les appliquer. Est-ce qu'il y a comme ça justement d'autres apprentissages que tu as tirés et que tu trouves précieux qui sont finalement transférables à la vie, au projet qu'on porte? Alors, la première chose qui me vient en tête quand tu me poses cette question, c'est la notion d'oser et de ne pas attendre, de ne plus avoir peur pour faire les choses. Souvent, quand je parle de parachutisme, quand je rencontre des gens qui n'ont jamais sauté, ils me disent « Ah ouais, je rêve de sauter, mais j'ai trop peur et tout, je vais attendre un peu. » Si tu attends de ne pas avoir peur, tu ne le feras jamais. La peur, elle disparaît pas en pensant. Tu peux rester assis sur ta chaise et penser toute la journée à comment tu vas diminuer ta peur de sauter, ça ne marchera pas. Le moment où ta peur s'arrête, c'est le moment où tu as franchi la porte de l'avion. La peur monte, en même temps que l'avion, elle atteint son paroxysme au moment où la porte s'ouvre. Et elle disparaît instantanément dès le moment où tu es dans l'air. C'est quand même assez magique. Et donc, c'est cette espèce de théorie qu'un pas, quel que soit, même s'il te paraît énorme avant, une fois que tu l'as franchi, il te semble beaucoup plus petit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté même dans ma vie, hors de ma vie parachutiste. Un exemple que je donne souvent, quand j'avais 21 ou 22 ans, je suis partie faire un stage de 6 mois en Inde auprès d'une artiste peintre française dans le Rajasthan. Et je l'avais rencontrée à Paris dans son atelier, elle m'avait dit « Ok, je te prends » et elle m'avait écrit sur un bout de papier son adresse de Haveli Nadine Le Prince, Fatehpur, le nom de la ville, Shekhawati, la région, Rajasthan. Et voilà. Et moi, je regarde ce bout de papier et je me dis « Mais il n'y a pas de rue, il n'y a pas de numéro, en Inde, je n'y suis jamais allée, comment je fais? Je ne vais jamais y arriver. » Et elle me dit « Oh, bah, t'inquiète, quand tu arrives là-bas, il y a des gens qui t'aideront. » Bon, moi, j'étais jamais énormément sortie de France, ça me paraissait, j'étais un peu dubitative de son conseil. Mais bon, à l'inconscience de la jeunesse, je me suis dit, bon, bah, on y va, puis on verra bien. Et puis au final, bah, j'ai pris un billet d'avion pour Delhi. Et puis dans l'avion, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait la région, qui m'a dit où aller prendre le premier bus. Et puis une fois que le premier bus a été terminé, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a aidé à trouver le bus d'après. Et puis arrivé dans la ville, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a machin. Et au final, je suis arrivée dans cette Haveli magnifique et je me suis dit, ah bah en fait ça allait, c'était pas si dur. Et donc la différence entre la montagne que je m'en étais faite et puis finalement quand tu fais le premier pas, ensuite il y en a un deuxième, un troisième, les choses elles découlent. Ça a été une leçon qui a été importante dans le reste de ma vie aussi. Et ça m'a permis, dans plein d'autres circonstances, à me dire ok j'y vais, même si là je vois pas forcément tout de suite comment je vais y arriver, même si je suis pas sûre de visualiser exactement le résultat final et toutes les étapes du chemin, en fait il faut faire ce premier pas. Et une fois que tu as fait le premier pas, les choses se découlent, tu rencontres des gens, ton attention se porte sur des détails sur lesquels ils ne seraient pas portés autrement, et ça te permet d'arriver très loin. Et ce que j'entends, c'est effectivement à la fois l'audace de faire le premier pas, c'est-à-dire de ne pas attendre, non seulement de ne pas avoir peur, mais pas attendre que tout soit parfait pour se lancer. Et en même temps, on sait aussi que la qualité d'un saut, moi je me souviens que j'ai appris ça à l'école des troupes aéroportées, et la qualité d'un saut dépend de la qualité du premier pas. C'est-à-dire la manière dont tu t'élances, et quand même, va avoir un impact non négligeable sur la qualité de ton saut. Ouais. Donc, surtout en ouverture automatique, c'est-à-dire à très basse altitude. Ouais. Mais pour tous les types de sauts, c'est vrai. Hein. Oui, j'imagine. Tu portes ta sortie, c'est compliqué derrière. C'est compliqué derrière. Donc, c'est là aussi où je trouve intéressant de se dire, qu'est-ce qui est... En tout cas, comment toi, tu as décrypté cette leçon-là, je dirais, à hauteur de ta pratique et de ta vie, de dire c'est quoi la qualité suffisante pour que le premier pas m'engage dans une direction que je vais découvrir au fur et à mesure en termes de réalisation, mais qu'en tout cas, il y ait une propulsion suffisante. Quoi. Ouais. En fait, la difficulté, elle est là, de trouver le juste équilibre entre pas du tout de préparation et trop de préparation. Il ne faut pas se dire qu'on n'a rien besoin de préparer, parce que c'est faux. Si vous vous lancez, comme tu le décris, n'importe comment de l'avion, ça ne marche pas. Moi, je passe beaucoup de temps dans le genre de saut que j'enseigne en free fly, à coacher, à briefer justement au sol les sorties. On a souvent des maquettes d'avions dans les paraclubs, et donc on passe 10 minutes, un quart d'heure parfois, à la maquette de l'avion, où on se met en place comme si on était en vol, et je fais travailler la sortie, et il faut que les pieds atterrissent d'une certaine façon au sol, parce que si tu ne le fais pas comme ça, en l'air, ça va t'envoyer valdinguer. Donc on passe du temps à répéter, à préparer. Donc d'abord, ça passe par une compréhension, donc dans le cadre du parachutisme, une compréhension de où arrive le vent relatif, comment je vais présenter mon corps face au vent relatif, comment je vais me tenir à l'avion. Je dis aussi souvent aux gens de ne pas envisager ce moment-là comme la sortie d'un avion, mais comme une entrée dans un flux d'air. Quand on saute dans une piscine, on ne pense pas tellement à la façon dont on quitte le plongeoir, on pense plutôt à la façon dont on va pénétrer dans l'eau.
Dans une piscine, il y a une réaction très rapide et immédiate. Si vous ne le faites pas correctement, ça fait mal. Donc vous avez tendance à vous appliquer. En parachutisme, si vous ratez votre sortie, ça fait pas mal. L'air, il est doux, il n'est pas agressif, vous ne prenez pas une grande claque dans la tête. Donc souvent, les gens, ils négligent un peu ce moment-là. Donc le fait d'abord d'avoir une partie plus intellectuelle où on va comprendre comment ça fonctionne, ensuite une partie physique où on va pouvoir le répéter, donc avec la répétition ancrée une mémoire musculaire et une facilité à répéter un mouvement, et ensuite on va le faire en l'air. Et je pense que ça tu peux le transposer à la vie où tu vas pas te lancer sans avoir fait aucune recherche. Si tu veux découvrir un nouveau métier, découvrir un nouveau pays, découvrir un nouveau cercle, tu vas quand même te renseigner un petit peu, essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, les codes, le langage éventuellement, et puis ensuite tu vas faire peut-être quelques exercices, quelques tentatives, et ensuite tu peux te lancer. Donc c'est trouver ce juste milieu entre pas du tout de préparation ou passer 3 ans à préparer un truc parce que ça te permet de procrastiner et de pas te lancer. Et cet équilibre-là, il n'est pas forcément facile à trouver et surtout, il est spécifique à toutes les situations. Donc, c'est délicat de donner une règle absolue entre les deux, mais en gros, c'est ni trop ni trop peu. Voilà, c'est ça, trouver le juste déséquilibre. J'aime beaucoup l'idée de déplacer le curseur, en tout cas le radar, entre d'une part la peur de rater sa sortie, par opposition à veiller à la qualité d'entrée dans la texture qui est l'air, mais qui est finalement l'étape suivante, le projet, peu importe ce que c'est finalement, mais cette entrée dans la texture suivante, je trouve que c'est super intéressant comme exploration. Et toi, est-ce qu'il y a d'autres leçons que t'ont appris les pratiques et les différents sauts, les nombreux sauts successifs que tu as accumulés? Il y en a des dizaines. Si tu devais en retenir, allez, entre 1 et 3. On a combien de temps pour le podcast? Parce que moi qui mets des pièces dans le jukebox, je peux parler. Alors, quelque chose sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, c'est des leçons tirées du dernier record du monde féminin de grande formation, qui a été une pépinière passionnante d'exploration de nouvelles façons de faire, notamment en termes de management, de leadership. Et ça, c'est extrêmement transposable dans l'univers de l'entreprise. Là, ce matin, j'intervenais pendant le tournoi de tennis d'Angers. Et je parlais de ça et c'est souvent un des points que les gens retiennent le plus. La théorie des petits pas. Le fait de découper un objectif en plein de petits objectifs intermédiaires qui permettent d'arriver à cet objectif. Et là, dans le cadre du record du monde féminin, une nouvelle méthode qu'on a mis en place, plutôt que d'arriver le jour du record et de se dire, bon, un record de grande formation, ça consiste à construire la plus grande figure accrochée les uns aux autres, tête en bas, là, en l'occurrence. Donc c'est une sorte de rosace en plein ciel. Donc pour ça, il faut que tous les gens qui ont sauté de l'avion viennent s'apponter, tenir les uns aux autres. Traditionnellement, jusqu'à récemment, on arrivait au premier jour du record et dès le premier saut, on essayait de faire ça, de construire cette grosse figure à 80, à tout s'accrocher. Ce qu'on a fait pour le record du monde féminin l'année dernière, on a découpé le saut en plusieurs étapes. Il y avait la sortie d'avion jusqu'à l'arrivée à une certaine distance de la formation, de la base. Ensuite, de ce point-là, on se rapproche de 2-3 mètres pour voler à la place qu'on va occuper, mais sans s'accrocher. Ensuite, l'étape d'après, ça va être simplement d'orienter son buste dans l'orientation qu'on doit avoir pour voler, mais on ne prend toujours pas son grip. Et en dernier, on prend cette formation. Donc en fait, au lieu d'une seule étape, de la sortie au grip arrivé, on divise en 4 étapes qui permettent de faire un check en fait à chaque fois, de valider. Et moi, je l'ai vécu de façon super intrinsèque parce que quelques mois avant, on avait fait des tentatives de record mixte qui n'avaient pas fonctionné. Et moi, je volais à une place assez similaire dans les 2 records, qui est une place que je vole que au record du monde, parce que dans tous les records nationaux ou continentaux, je suis toujours dans le centre. Donc dans le cœur, dans la base, je sors accroché avec les 6 ou 8 autres qui sont au centre. Donc c'est un type de vol différent. Donc en gros, je me retrouve une fois tous les 3 ans à faire un truc assez dur que je fais une fois tous les 3 ans. Donc en termes de pression, c'est toujours assez sympa. Et sur le record mixte où on est arrivé et on a tenté tout de suite de faire la première étape sans étape intermédiaire, j'étais nerveuse, j'avais la pression. En plus, en tant qu'organisatrice d'autres records, forcément, tu te dis si je fais n'importe quoi, ça va se voir. Ton ego en prend un peu un coup, tu as la pression. Pression maximale, quoi. Pression maximale, ouais. Et tu vois, on parlait de track tout à l'heure, là on était vraiment en plein dedans. Et du coup, bon, je fais le job, je viens prendre mon grip, mais je ne me serais pas montré en exemple à quelqu'un qui veut apprendre. Je trouvais que mon vol était un peu plus fouillis, un peu plus brouillon, ça manquait un petit peu de niveau à certains endroits. Donc j'étais pas très contente de moi. Sur le record du monde féminin, avec cette découpe en toutes ces étapes,
Et ben là, j'ai fait mon meilleur free fly. J'étais franchement fière de moi et je me serais montrée en exemple à quelqu'un pour lui dire, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que ça dédramatise un petit peu. Tu te dis, bah, la première étape, oui, c'est bon, ça, je sais faire, sortir d'un avion et venir voler à proximité d'une formation. Tac, ok, check. Ok, la prochaine, bah oui, faire 3 mètres pour avancer, c'est hyper facile, évidemment, je sais faire. Check. M'orienter, bah oui, ça aussi, c'est hyper facile, je sais le faire. Prendre mon grip, bah oui, ça aussi, je sais faire. Et en fait, le fait de découper, ça a apporté un calme et une confiance qui m'a permis de réaliser toutes ces étapes. Alors, avec un petit moment de pause sur les premiers sauts entre chaque, et puis à la fin de la semaine, les pauses, on les marquait même plus. Mais en fait, on faisait, sans s'arrêter, on faisait quand même toutes ces étapes-là. Et ça, c'est quelque chose que tu peux appliquer dans absolument tous les domaines de la vie. Quand un objectif, plus l'objectif est ambitieux, plus il est difficile, plus ça vaut la peine de le prédécouper en plein de petites étapes intermédiaires qui déstressent un petit peu, parce que tu prends confiance en ta capacité de faire une étape après l'autre et qui te permettent de réaliser de façon beaucoup plus efficace. C'est ça, découper la montagne finalement en étapes, en jalons, pour pouvoir tout à coup se sentir suffisamment prêt probablement pour franchir la première étape, puis la seconde, enfin puis la deuxième, puis la troisième, etc. Ça me fait penser à cette phrase de Lao Tse, tu sais, qui dit un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Exactement. On est tout à fait dans cette logique-là. Ouais. Ok, super. Et donc ça, on parle d'un record du monde, effectivement, qui mobilise énormément de personnes, où il y a beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, de temps passé. Du coup, c'est une victoire forcément à la fois individuelle et collective. C'est des rêves qui se réalisent. C'est quoi, du coup, qu'est-ce qui te fait encore rêver? C'est quoi ton moteur pour continuer dans ce milieu-là? Alors, moi, dans les records en particulier, je me suis vraiment spécialisée dans ça depuis quelques années. Et ce qui me passionne, c'est justement de créer un collectif et de l'emmener vers le haut, de permettre à un groupe de gens d'accomplir quelque chose dont ils se sentaient même pas forcément capables quelques mois ou quelques années auparavant. Et ça, c'est passionnant parce qu'on est dans l'humain, en fait. Et je me suis découverte une appétence très très forte pour cette gestion d'équipe, en fait, pour venir créer un environnement dans lequel les individualités peuvent grandir, peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes et construire une équipe. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis une fois que ça marche, effectivement, la récompense, elle est incroyable. Autant te dire que les fêtes de record, elles sont sympathiques. Elles sont à la hauteur du challenge de l'exploit qui a été relevé. En orbite. Donc ça, j'entends, c'est à la fois ce qui finalement était déjà là dès le départ pour toi dans ce projet et ce choix de carrière professionnelle, c'est-à-dire la transmission, l'accompagnement, en tout cas, comment accompagner dans la gestion, management, gestion de projet, management d'équipe. Et puis, j'ai entendu aussi l'importance pour toi de la dimension créative. Je sais qu'il y a presque dans cette idée de mouvement, de se déplacer dans ce que tu appelles la texture qu'est l'air. Il y a une grande dimension artistique, chorégraphique. C'est un terrain de jeu incroyable. Tu peux être en 3 dimensions, dans toutes les orientations. C'est le seul univers dans lequel tu peux faire ça. Même dans l'eau, c'est ce qui va s'en rapprocher le plus, et encore. Parce que si tu fais ça en apnée, tu es quand même un petit peu limité dans le temps. Si tu fais ça avec des bouteilles, c'est quand même vachement moins gracieux. Hein. Tu te le prends sur le coin de la tête. Quand tu te mets tête en bas, c'est pas génial. Alors en l'air, ça dure pas très longtemps non plus, sauf si tu le fais en soufflerie. Parce que là, ça peut durer, tu peux voler une demi-heure sans t'arrêter. C'est incroyablement génial. Mais le côté artistique, moi, c'est ce qui m'a attiré au départ. C'est pour ça que je me suis dirigée vers la discipline du free fly, qui est une discipline artistique. C'est un peu comme du patinage artistique, mais en l'air. Tu as des programmes libres et des programmes imposés, et tu es noté sur la difficulté technique de ce que tu réalises, la notion de créativité, est-ce que tu fais des moves nouveaux, est-ce que artistiquement c'est beau à voir, et puis l'exécution. Tu peux avoir un programme très compliqué et très beau sur le papier, si tu n'arrives pas à le faire, ça ne vaut pas beaucoup de points. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attiré, de pouvoir réfléchir dans cet espace de liberté incroyable. Et un des projets qui m'a le plus plu ces dernières années, c'est une collaboration avec la maison de haute couture Iris Van Herpen, où j'ai sauté avec une de ses robes. Et ça a été une des rencontres les plus intéressantes que j'ai fait dans ma carrière, parce que elle, en tant que créatrice de mode, mais aussi elle vient de la danse, elle est chorégraphe, donc elle avait un regard extrêmement artistique sur ce que je faisais. C'est ce qui lui a plu dans le free fly, et c'est pour ça qu'elle a eu envie de travailler avec moi. Et les questions qu'elle m'a posées sur le sport étaient absolument fascinantes, et donc créer avec elle un mouvement, une expression corporelle qui mette en valeur une thématique et une robe, c'était absolument passionnant. Donc j'entends aussi combien ta pratique finalement sportive, c'est
un moyen, un outil qui te permet aussi de nourrir cette créativité, cette curiosité, cette envie d'explorer de nouveaux espaces finalement, de mille manières. Du coup, c'est quoi tes sources d'inspiration? Qu'est-ce que tu as choisi de mettre au centre de tes espaces de curiosité, justement, d'observation, d'inspiration? Alors c'est assez vaste. Je pense que le premier pôle, c'est la littérature. J'ai toujours adoré lire et j'ai quelques auteurs qui m'inspirent énormément et j'essaie toujours d'en découvrir des nouveaux et je lis beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qui me nourrit, on va dire plus intellectuellement que sportivement, et encore parce que alors, je lis beaucoup de littérature, mais ça m'arrive aussi de lire de la non-fiction, enfin de l'essai sur des thèmes qui m'aident aussi dans mon développement d'organisation, dans le management de groupe. Forcément, il y a plein de choses à faire. Donc les bouquins sont une grosse source d'inspiration. Tu restes une littéraire. Je reste une littéraire. Hein. Tu peux sortir la fille de la Sorbonne, mais pas la Sorbonne de la fille. Et la deuxième source d'inspiration, c'est les gens autour de moi. Parce que forcément, les gens qui sont devenus proches de moi, après 15 ans de pratique intense, de voyage intense, ont créé vraiment une petite communauté. Alors déjà, le parachutisme, c'est un sport de niche. Le free fly, à l'intérieur du parachutisme, c'est une niche dans une niche. Donc forcément, les gens qui pratiquent ça à haut niveau, qui ont fait de la compétition et qui voyagent partout dans le monde pour l'enseigner, on est une vingtaine et on se connaît tous très très bien et on est très proches forcément. Parce qu'on a vécu plein de choses ensemble, à la fois dans les choses les plus extatiques, les plus extraordinaires, les moments les plus tragiques. Donc forcément, on est super soudés. Et tous ces gens-là, ils ont des vies hyper intéressantes, ils ont des idées hyper intéressantes, ils viennent, c'est très international, donc forcément, il y a des apports culturels très différents. Et ça, c'est une source d'inspiration sans fin, sans fond. Bon, j'ai pas trouvé la fin en tout cas. Ce qui est plutôt rassurant. Ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, dans cette logique d'inspiration, d'exploration, de dessin de la prochaine étape, c'est quoi là les choix qui t'attendent, ou qui sont déjà un peu là, mais qui ne sont pas encore tranchés? Est-ce que tu as un rond-point du choix qui est en cours là? Là, je suis en plein rond-point du choix là. Et j'ai d'ailleurs, il y a les 3 semaines qui viennent de s'écouler, il y a eu des gros choix de faits bien engageants sur la suite. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé il y a à peu près 3 ans dans l'univers de la conférence. D'abord un peu par hasard parce que j'avais vu des amis parachutistes alors à l'étranger mais qui faisaient un peu ça et je me suis dit c'est génial, ça m'intéresse, moi j'aime bien parler, au cas où t'es pas remarqué encore. Et puis j'ai vraiment l'impression d'avoir des choses à apporter parce que je viens de cet univers très atypique et que c'est pas des choses qui sont encore très très partagées. Et puis de fil en aiguille, surtout via mon réseau de parachutistes, des gens qui avaient des entreprises et qui cherchaient des conférenciers, qui ont dû voir sur un réseau social quelconque que j'avais fait ça, on fait appel à moi. Donc c'est comme ça que ça m'a mis le pied à l'étrier. Et j'ai décidé cette année, donc 2024, de vraiment passer la vitesse supérieure avec tout ça. Et donc je me suis engagée sur toute l'année prochaine sur un accompagnement, un mastermind organisé par un agent de conférencier qui va m'accompagner sur 1 an pour à la fois travailler le fond de ce que je raconte, mais la forme, et puis développer un peu un écosystème de choses autour de la conférence. Je me forme sur LinkedIn, enfin voilà, là j'ai décidé d'investir sur moi, voilà, de prendre un peu des sous que j'avais de côté pour développer ces activités-là. Et sous plein d'aspects, j'ai l'impression de refaire mon premier saut, quoi. De décider, peut-être pas le premier saut, mais le moment où j'ai décidé de me lancer à fond dans le parachutisme et de dire ok, là je m'investis vraiment dans ça. Parce que c'est quelque chose que j'ai constaté dans ma carrière et que je vois chez tous les gens qui accomplissent des choses un peu hors du commun. Il faut se concentrer à un moment donné. Il faut s'investir à fond sur quelque chose. Donc voilà, là, le mois qui vient de s'écouler a été riche en choix pour me dire je vais me concentrer un peu sur ça. Alors je continue à sauter, mais je me suis promis à moi-même que je me limitais à un événement par mois. 1 semaine par mois pour aller voler. Donc là, au mois de janvier, je vais en Floride. Au mois de février, je vais aux Maldives. Au mois de mars, je vais en Arizona. Après, je vais en Australie. Enfin voilà, un mois, 1 fois par mois, je vais sur un événement qui me plaît ou que j'ai envie de faire dans le milieu du parachutisme. Je vais faire on a un record du monde tête en haut l'année prochaine en novembre, donc je vais faire pas mal d'événements autour de ça. Mais j'essaie de me garder 2 à 3 semaines par mois pour rester à Paris, à la maison, pour travailler sur mes conférences et me développer professionnellement dans cet univers-là. Donc là aussi, tu as fait ce travail de clarifier ton intention pour Exactement. voir où mettre ton énergie, où la focaliser, pour que les résultats soient là. De qui je décide de m'entourer aussi, parce que ça c'est hyper important.
On fait jamais grand-chose tout seul. Hein. Donc il y a eu aussi le choix de qui je décide de m'entourer. Bon, on verra, on en reparle l'année prochaine si tu veux, mais j'ai l'instinct que je me suis pas trop trompée. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer à être aussi heureuse que je le suis aujourd'hui. Et c'est quoi le prochain rêve un peu fou qui est dans les cartons ou même juste dans la tête? J'ai envie d'écrire. Envie d'écrire. Bon, et ben écoute, hâte de lire tes écrits et de voir ce que tu peux partager encore et encore. Plein de beaux sauts en perspective. Merci et de beaux beaucoup. projets. Un grand merci à Domitille pour sa confiance, sa sincérité et ses partages. Alors, que vous a inspiré cette conversation? Je vous propose d'identifier l'idée, la phrase ou le mot, peut-être, que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation? Comment allez-vous laisser infuser cela? Et quel est le premier petit pas que vous pouvez choisir de planifier dans les prochains jours, voire même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici? Je vous propose de me partager les idées, les déclics ou les questions que cette conversation aura fait émerger en vous, parce que je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Pour en savoir plus sur l'actualité et les aventures de Domitille, direction son profil LinkedIn, sur lequel elle partage régulièrement ses retours d'expérience, des vidéos de sauts haut en couleurs, ainsi que des tranches de vie sensibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous retrouverez tous les épisodes du podcast sur mon site oriansavoureluca.com. Et si cet épisode vous a plu, dites-le avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà le plus précieux soutien que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à raviver votre énergie créative et à faire des choix sur mesure pour déployer plus grand vos projets singuliers, prenez contact avec moi sur mon site oriansavoureluca.com. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et nous verrons si et comment nous aimerions travailler ensemble. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?